Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire intitulé Les données du cauchemar à l'or noir. C'est volontairement provocateur parce que c'est un sujet qui préoccupe ou qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui, mais qui comporte beaucoup d'incertitudes. Moi, je suis Yann Peter, je suis responsable innovation et développement à la Technopole de Castres-Mazamet. On accompagne une quarantaine d'entreprises innovantes, toutes tailles confondues. C'est un peu à travers ces entreprises d'ailleurs qu'on a perçu le besoin d'information, de clarification par rapport à la donnée, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose voilà, qui inquiète, qui intéresse, qui inquiète, et on se rend compte que beaucoup d'entreprises sont un peu démunies en matière de méthodologie. Donc ça sera très intéressant de pouvoir écouter l'expertise de la société Alias Santé, que je remercie, et je remercie tout particulièrement Sylvain et Ségolène d'être présents aujourd'hui pour nous faire cette présentation. Ce sont des experts de la data, forcément, ce sont des experts de l'intelligence artificielle. Ils ont une grosse expertise dans la santé aussi, mais ils savent forcément développer et déployer leur savoir-faire dans d'autres secteurs d'activité. C'est ce qu'ils vont nous partager aujourd'hui. Donc, moi, sans plus attendre, je vais laisser le micro à Sylvain. Tu peux partager ton écran. Et puis, nous, on est vigilants sur le chat pour te remonter les questions. Et pour tous ceux qui sont connectés, vous l'avez compris, voilà, si vous pouvez couper les micros le temps de la présentation et éventuellement remonter vos questions par le chat, ça sera très bien. Merci. Et puis, bon webinaire. À toi la main, Sylvain. Merci beaucoup, Yann. Effectivement, déjà, merci beaucoup de vous être connecté aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes avec les codes de connexion, etc. J'espère que tout le monde est présent et je souhaiterais que ce webinaire soit un moment pour vous où vous vous détendiez, vous soyez bien. Donc, installez-vous confortablement. On en a pour à peu près une heure pendant laquelle vous n'hésiterez pas à poser des questions au fil de l'eau. Ça serait le plus intéressant, ça serait que ça soit interactif, que vous puissiez rebondir sur les notions que je vais vous présenter aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à identifier l'importance de la gestion, de la compréhension de l'utilisation de la donnée. On a donné ce titre qui, comme l'a dit Yann, est un peu provocateur, mais qui est une réalité pour nous, qu'on constate sur la société Alia Santé. Les sociétés qui n'ont pas structuré ou qui n'ont pas développé des stratégies de collecte de leurs données sont complètement bloquées pour la mise en place de modèles d'intelligence artificielle, notamment. Ce n'est pas forcément pour la mise en place de modèles d'intelligence artificielle, mais c'est quand même un point très important de l'utilisation et de la valorisation de la donnée, c'est de pouvoir la structurer, l'organiser et opérer avec des modèles d'intelligence artificielle. Donc le cauchemar, il est existant. Je ne sais pas s'il est ressenti chez vous de votre côté, mais il est existant en tout cas pour des sociétés avec qui on collabore. Nous, ce qu'on va apporter, c'est justement, alors là, c'est cette partie-là qui est un peu plus gênante, c'est l'or noir. Alors, dans la donnée, il n'y a rien de fossile. C'est pas une ressource épuisable. C'est pas une ressource, c'est une ressource polluante. Il faut faire attention. Les données, quand elles sont stockées sur des data centers, ça va être polluant. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant au sens de la collecte de cette donnée pour s'assurer que on ne va pas stocker dans des data centers des données qu'on n'utilisera jamais parce que il y a comment dire, un paramètre du développement durable non négligeable à bien identifier. Pourquoi l'or noir? Alors, parce que c'est en collectant et en structurant de la donnée que on peut valoriser des informations propres à votre métier ou on peut même commercialiser, et c'est ce qu'on va vous présenter à la fin de ce webinaire, des méthodes qui vous permettront de commercialiser les données que vous avez sans toucher à l'identité des personnes qui vous auraient envoyé ces données. Donc, c'est important, l'anonymisation vous permettra la commercialisation, mais vous allez comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de la donnée et je vais démarrer et arrêter cette introduction qui est un peu à rallonge.
Donc aujourd'hui, il y a trois personnes qui seront référents, enfin deux personnes plutôt, qui seront référents au niveau des questions. Donc Yann Peter qui s'est déjà présenté, donc je ne te représente pas, sinon on va passer plus d'une heure dans ce webinaire. Par contre, je vous présente Ségolène Combette, qui est la responsable, la directrice, pardon, recherche et développement chez Alia Santé. Ségolène qui a un PhD en physique et qui a suivi un parcours d'expert en intelligence artificielle à l'Université Paris-Sorbonne. Aujourd'hui, elle sera présente pour pouvoir, d'une part, peut-être filtrer certaines questions qui sont rapides à répondre peut-être dans le chat. Donc, elle est présente ici dans le chat. Et elle sera présente aussi au cas où il y a besoin de connaissances plus approfondies, notamment sur des aspects techniques. Donc, n'hésitez pas sur vos questions. Elle est présente pour y répondre. Alors, du coup, aujourd'hui, ce webinaire vous est présenté donc, par moi-même, Sylvain Françoise Dalmas. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une expérience d'à peu près 5 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'ai commencé il y a 5 ans avec la société Torus AI, qui est un regroupement de chercheurs issus du tissu académique toulousain qui se sont fédérés de manière à pouvoir délivrer des solutions d'intelligence artificielle à des entreprises, des laboratoires, etc. Cette première société a bien grandi. Aujourd'hui, c'est une société fondée par Nguyen Thian Dung notamment, qui a à peu près 35 PhD qui travaillent donc à Ramonville-Sainte-Anne. On est passé de 34 mètres carrés à 600 mètres carrés de locaux. C'est une société qui génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2 millions et qui est spécialisée, donc c'est un laboratoire d'intelligence artificielle multidomaine. De ce laboratoire, on a travaillé sur un premier projet. J'ai travaillé sur un premier projet au niveau de la dermatologie. Donc, c'est la deuxième société qu'on a fondée, qui est Bell Artificial Intelligence, donc une société qui a pour vocation de mettre à disposition des modèles d'intelligence artificielle pour faire du diagnostic en dermatologie, avec notamment un modèle qui permet l'identification précoce du cancer de la peau. C'est une notion très importante parce que s'il est détecté de manière précoce, il y a 90% de chances de guérison à peu près. S'il est détecté de manière tardive, c'est à peu près 10% de chances de guérison. Donc, il y a un timing très important dans la détection de ce cancer. Et il y a une suite de modules qui permet de mesurer la sévérité, qui permet d'identifier et de mesurer le niveau de sévérité de toutes les maladies de peau, les dermatoses, aussi bien l'acné que le psoriasis, etc. Donc ça, c'est une société qui est aux États-Unis. Et la troisième société, c'est Alia Santé. Je suis très fier de vous présenter Alia Santé aujourd'hui, de pouvoir vous en faire en moins une petite introduction. C'est une société qui a à peu près 3 ans, composée de docteurs en mathématiques et experts en intelligence artificielle. Notre vocation, depuis la création de cette société, c'est d'accompagner les entreprises en santé au développement et à l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. On accompagne ces entreprises. Il y a la partie expertise en santé qui est très importante pour nous. On s'est spécialisé dans ce domaine. Par contre, aujourd'hui, le webinaire, rassurez-vous, il n'est pas axé santé. Donc, toutes les sociétés qui œuvrent sur d'autres domaines, vous pourrez avoir des informations qui seront utiles dans ce webinaire. En tout cas, je l'espère. Donc, si vous êtes prêts, on va débuter le webinaire. J'espère que vous êtes tous bien installés et à l'écoute. Donc, ce webinaire, il va se dérouler en 5 étapes. Et donc là, vous voyez 6 points. Mais 5 étapes, pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire une étape transverse qui est le cas d'usage. Donc, en fait, je vais essayer de vous délivrer des notions et dans le même temps de vous expliquer par des exemples, par un cas d'usage, ces notions. Donc, la première partie sera sur la donnée, la place de la donnée en intelligence artificielle. La deuxième partie, on va se focaliser sur la donnée. Qu'est-ce que c'est la donnée? Vraiment, on va définir ce que c'est la donnée. Ensuite, on va identifier les étapes clés de la mise en place d'une stratégie de collecte de données, puis de traitement de cette donnée collectée,
d'augmentation de cette donnée et enfin, du coup, d'utilisation dans le cadre de développement de modèles d'intelligence artificielle. Donc, ensemble, on va parcourir une petite aventure d'à peu près 1 heure qui a déjà bien commencé. Et oui, donc peut-être un peu moins d'1 heure. Une petite aventure où on va naviguer ensemble sur la route de la data science, appliquée, je l'espère, à vos projets. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous vous sentez concerné, n'hésitez pas, c'est le moment aussi peut-être de pouvoir répondre à vos problématiques. La place de la donnée en IA, elle est clé. En fait, pas d'IA sans data. Ça, c'est une base quand on travaille sur des projets d'intelligence artificielle. C'est vraiment la notion la plus importante quand on met en place un modèle d'intelligence artificielle. Dans les étapes clés de la création d'un projet en intelligence artificielle, on vous l'a vulgarisé, hein. Toutes les notions que je vais vous présenter sont quand même assez vulgarisées. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à rajouter des informations que vous pensez importantes. Mais pour débuter un projet en intelligence artificielle, la première étape, c'est de définir la problématique. Ça, vous l'avez vu peut-être depuis le démarrage de vos études, mais c'est le plus important. C'est ce qui va vous permettre de créer un cadre et de définir exactement qu'est-ce que vous voulez régler. Quelle est la problématique, la douleur que vous voulez régler. Quand vous avez bien défini cette notion, par exemple, je vais vous donner l'exemple du cas d'usage en radiologie. Quand on a mis en place des modules permettant d'automatiser les mesures ostéo-articulaires, la problématique initiale, c'était les radiologues ont très peu de temps de disponible pour traiter des images et dans le même temps, ils ont encore moins de temps parce qu'ils doivent voir de plus en plus d'images et de patients. Donc, il y avait vraiment une problématique de disponibilité du radiologue qui était importante. Et donc, l'objectif qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en place derrière, c'est des modèles qui automatisent les calculs et les mesures ostéo-articulaires. Donc, ça leur a fait gagner à peu près 70% de temps sur ces opérations. Et donc, la problématique initiale a été adressée. Le second step, c'est de définir, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir plus en détail, de définir la stratégie de collecte et de stockage des données. Ça englobe un environnement de notions à connaître et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, il y a une partie qualification, ça on va moins le détailler aujourd'hui, mais par exemple en santé, on utilise toujours la présence d'experts. Donc, je reprends toujours le projet cas d'usage en radiologie. Il y a toujours eu des radiologues présents pour nous qualifier les images qu'on utilisait dans le cadre des entraînements des modèles d'intelligence artificielle. Donc, on s'appuie toujours sur l'expertise humaine et on met en place des stratégies de qualification, donc d'annotation. Donc, on a des outils chez Alia Santé, des outils qui permettent de faire des ronds, de pouvoir surligner voilà, sur des images ou des données numériques. Donc, c'est cette étape de qualification qui est très importante pour augmenter la performance d'un modèle d'intelligence artificielle. Ensuite, on va faire un traitement de données. Ce traitement de données, on va en parler un peu plus aujourd'hui. Il vise à organiser vos données de manière à pouvoir les valoriser. C'est les premières étapes où là, on va apporter des briques de valorisation de la donnée qui nous permettront derrière, dans le cadre du projet d'intelligence artificielle, de lancer les entraînements et le déploiement du modèle. Donc, vous l'avez compris, je l'espère, en tout cas, je vais résumer. Les données sont la pièce maîtresse des algorithmes d'intelligence artificielle. Elles permettent à l'IA de comprendre et d'apprendre la manière de traiter l'information qui va être utilisée dans le cadre du modèle. Et la performance de l'IA dépend de la disponibilité, la quantité et la qualité des données que vous allez pouvoir collecter et stocker. J'espère que ça, c'est clair pour vous. N'hésitez pas, hein, si vous voulez me couper, je ne répéterai pas à chaque slide, mais n'hésitez pas. On va définir donc, là, sur ces prochaines slides, on va définir la donnée de manière très simple. Qu'est-ce qu'une donnée? En fait, une donnée, c'est une entité numérique sur une information quelconque. Donc, elle peut prendre multiples formes. Aujourd'hui, on a de la donnée d'images, de textes, de sons, etc. On va les distinguer principalement sur deux modèles de données ou variables, les données qui sont quantitatives et les données
qualitative. Ça, je pense que je ne vais pas m'attarder trop dessus. Vous connaissez ces notions. Je vais pas passer trop de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de jeux de données, donc moi, je vais souvent dire dataset, malheureusement, parce que je prends des anglicismes et je m'en aperçois de plus en plus. Mais on parle de jeux de données quand on parle d'un ensemble de données qui portent sur une entité de même nature. OK? Alors, une fois qu'on a défini ce qu'est une donnée, j'espère que vous avez bien compris, il faut qu'on comprenne un peu l'impact de la donnée dans le monde. Du coup, j'ai utilisé cette représentation de Statista qui nous dit que selon les dernières estimations, donc c'était une étude qui date à peu près de 2022, prévision en date de mars 2021, pardon. Donc, selon les dernières estimations, le volume de données numériques créées ou répliquées à l'échelle mondiale a été multiplié par plus de 30 au cours de la dernière décennie, donc passant de 2 zeta-octets en 2010 à 64 zeta-octets en 2020. Alors, pour que vous compreniez un peu, quand on parle de zeta-octets, je vous ai fait une petite échelle. Sur cette échelle, donc, vous voyez tout à gauche, quand on parle d'un octet. Qu'est-ce qu'un octet? En fait, c'est un caractère d'imprimerie. Donc, un octet est égal à un caractère d'imprimerie, une lettre A, par exemple. Ensuite, on a le kilo-octet. Donc là, on parle de à peu près 10 KO, 10 kilo-octets. Ça serait une page web statique standard assez simple, sans trop de contenu, avec plutôt du texte. Ensuite, on parle du mégaoctet. Donc là, ça arrive sur des notions que vous connaissez plus. Vous voyez le sigle MO. Par exemple, si on parle de 500 MO, c'est à peu près la taille d'un film, un film ou une série qu'on pourrait avoir sur l'ordinateur. Ensuite, on parle du gigaoctet. Le sigle GO, c'est ce que vous voyez, vous pouvez voir aussi de votre côté. Ça, c'est des dimensions que vous devez à peu près côtoyer chaque jour. Et ensuite, on va passer sur des dimensions qui sont beaucoup plus importantes avec le téraoctet, le pétaoctet, l'hexaoctet et enfin le zétaoctet. Et donc, vous vous rendez compte de l'importance de la taille de cette donnée. Un chiffre qui est intéressant, c'est que la donnée, elle nourrit directement le marché du numérique et que ce marché du numérique, c'est 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc, vous comprenez que la donnée, c'est un ensemble assez important qui a une croissance exponentielle. Donc, on a maintenant compris ce qu'est la donnée, on a compris le dimensionnement de la donnée, et bien maintenant, on va s'intéresser à qui sont les acteurs de la régulation qui régissent les règles et les cadres d'utilisation de la donnée. Un des acteurs de référence en France, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est une autorité administrative indépendante française qui est chargée à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte pas atteinte, donc ça c'est très important, ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. C'est important, pourquoi? Parce que la CNIL va définir des cadres de référence avec le RGPD. Et ces cadres-là, s'ils ne sont pas suivis, la CNIL est chargée de punir, dans un certain sens, de punir ceux qui n'utiliseraient pas le numérique d'une manière légale. Le texte de référence qui est très important et qu'on utilise tout le temps, et il faut nommer un responsable RGPD dans chaque société qui œuvre avec de la donnée, c'est le règlement général sur la protection des données, le RGPD. Ce règlement, il encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Donc, on parle vraiment là, c'est le cadre européen. C'est un texte, pardon, excusez-moi, qui va en continuité de la loi française informatique et liberté de 1978.
Et ce texte, il renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation de leurs données. Ce texte il permet d'harmoniser les règles en Europe, mais ce qui est le plus important, c'est que avant ce texte, c'était non régulé et le citoyen ne se rendait pas vraiment compte qu'il envoyait ces données et qu'elles pouvaient être utilisées et peut-être même contre lui. Donc en fait, ce règlement vient protéger le citoyen et valoriser la donnée qu'il va pouvoir transmettre quand il utilise des outils numériques. Je sais pas, j'ai entendu, il y a un petit bruit de fond. Est-ce qu'il y a une question ou est-ce que c'était une petite erreur de micro? Non, j'ai coupé certains micros, Sylvain. Et D'accord. je profite de ton interruption. J'ai un petit temps de retard sur la slide d'avant. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on arrive à savoir sur l'ensemble des données générées, quels sont les secteurs qui sont les plus gros producteurs de données aujourd'hui, les domaines d'activité? Est-ce que c'est l'aéronautique? Est-ce qu'on entend parler de la voiture autonome qui va être forcément un gouffre enfin un gouffre, une source de production de données hyper importante aussi, tout ce qui est cartographie, tout ce qui est radar, etc. Enfin, est-ce qu'on sait quel est le secteur ou quels sont les secteurs les plus producteurs de data aujourd'hui? Alors malheureusement, je ne suis pas en mesure de pouvoir te donner une réponse. En tout cas, je ne m'y risquerai pas parce que tu sais, nous, on étudie vraiment la santé. Donc, je connais très bien ce marché. Je connais moins, par exemple, le marché de l'aéronautique ou du véhicule autonome. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, de plus en plus d'outils vont utiliser, par exemple, la 5G, où on a de plus en plus d'outils issus de l'IoT. Et donc, en fait, ces outils-là, que ce soit le véhicule autonome, le robot autonome dans les champs, que ce soit la montre que vous apportez au poignet, que ce soit la balance que vous utilisez, tous ces outils produisent de la donnée et l'utilisation de la 5G va augmenter drastiquement le nombre de données. Après, pour te donner plus de détails sur le secteur qui produit le plus de données, je ne m'y risquerai pas à te répondre parce que je n'ai pas la réponse. Peut-être que si quelqu'un a la réponse dans les participants, n'hésitez pas à intervenir. Mais moi, de mon côté, malheureusement, je ne peux pas te donner cette indication. Pas de souci, je te laisse poursuivre. Tu me disais, tu avais une petite latence sur les slides. Est-ce que vous voyez bien la slide de définition, donc sécuriser, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Ouais, Ouais. très Bon, bien, très bien. merci Yann. Donc ça, c'est un élément très important quand on fait de la collecte de données, c'est d'identifier si on va collecter des données à caractère personnel. Pourquoi? Parce que c'est un cadre de traitement qui est plus exigeant, qui est défini justement dans le RGPD. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est une donnée qui identifie euh, une personne physique, pardon, c'est une donnée qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces notions? C'est qu'une personne physique, elle peut être identifiée soit directement par son nom et son prénom, soit indirectement parce que c'est très facile de faire le pont entre, par exemple, mon numéro de téléphone et mon nom. C'est facile de prendre la correspondance entre le numéro de ma sécurité sociale et mon nom, mon adresse et mon nom. Mais aussi, on peut faire des identifications indirectes. Par exemple, si il y a une analyse de cette vidéo, de ce webinaire, on est capable de reconnaître ma voix ou sur la vidéo mon image. Ça, les téléphones portables le font très bien. Si vous utilisez donc des smartphones, vous voyez que quand vous prenez beaucoup de photos, vous avez une partie d'organisation des photos où vous avez l'identification de chaque personne et vous pourrez, vous cliquez dessus, vous retrouvez toutes les photos qui concernent cette personne-là. Donc l'identification d'image peut permettre de vous identifier directement. L'identification d'une personne physique, elle peut être réalisée soit en faisant un croisement de données. Donc, si je sais que telle femme, elle vit à telle adresse, elle est née tel jour et elle est membre dans telle association, je peux remonter à son nom et son prénom, donc à son identification. Ou alors, elle peut être faite directement via le nom et prénom, donc à partir via juste une seule donnée, donc via le nom on peut identifier une personne physique.
Dans le cadre de la santé, je fais quand même une petite aparté. Les données à caractère personnel sont des données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future. Et ça, c'est des notions très importantes d'une personne physique qui va relever ces informations sur l'état de santé. Sur son état de santé, bah, là, c'est considéré aussi comme une donnée à caractère personnel. Donc aujourd'hui, on va se poser la question de comment on établit une stratégie de collecte de données. C'est très important de savoir collecter la donnée de manière pertinente et efficiente pour pouvoir mettre en place notamment des modèles d'intelligence artificielle. Je suis désolé, il y a toujours ce biais d'intelligence artificielle parce que c'est quand même notre expertise. C'est important donc surtout de définir la problématique pour identifier la solution. C'est vraiment les premiers steps. Et en fait, c'est là on ne se rend pas toujours compte, mais c'est là qu'on va sortir tout un pan de données qu'on pourrait collecter, mais qui ne nous sert pas pour pouvoir développer notre solution. Donc, c'est vraiment là où on va faire de l'épuration et on va se concentrer sur qu'une notion, qu'une donnée ou qu'un ensemble de données qui va nous permettre de répondre à cette problématique. Donc, une fois qu'on a identifié, compris et synthétisé cette problématique, on peut passer à la partie analyse de la stratégie et des méthodes de collecte, tout en vérifiant le cadre, donc la conformité réglementaire qui est parfois spécifique à votre domaine. Donc en santé, on connaît, il y a un cadre très précis, mais peut-être qu'il est différent sur le cadre aéronautique, ou etc. Donc, comment on établit une stratégie de collecte de données? Donc, quand on a identifié sa problématique, il y a des informations à déterminer au préalable qui sont très importantes. Une collecte de données, il faut vraiment mesurer la nécessité des données qu'on va aller collecter. Donc, il faut se poser ce type de questions. Quels sont les objectifs de ma collecte? Donc, qu'est-ce qui va me permettre de répondre à ma problématique? A-t-on le droit de collecter ces données? Ça, c'est assez important aussi. Euh, à ce moment-là, quand on parle de droit aussi, il faut toujours savoir que l'utilisateur qui donne sa donnée, on doit toujours lui demander son consentement. C'est pour ça qu'il y a les bandeaux, les cookies, etc., que vous connaissez très bien, qui font partie de notre utilisation quotidienne du numérique. Ensuite, les données sont-elles pertinentes à l'utilisation recherchée? Faut-il, donc, je vous le disais, faut-il un consentement? Et d'où proviennent les données personnelles collectées? Donc, ça, c'est les premières questions qu'on se pose pour pouvoir faire le cadre de la collecte. Et ensuite, on se pose toujours les questions du respect des droits des personnes. Donc, les droits d'accès à cette donnée, la modification, suppression, la portabilité, c'est-à-dire le fait de partager cette donnée, ces cadres-là doivent être respectés selon les principes du RGPD. Donc, droit d'accès à la donnée, c'est, par exemple, je reprends le projet en radiologie. Donc, je collecte de la donnée auprès de radiologues référents qui m'ont donné leur accord pour me transmettre cette donnée. Dans l'entreprise Alia Santé, qui a le droit d'accès à cette donnée? Toutes ces personnes doivent être identifiées, notamment quand on utilise de la donnée de santé ou de la donnée à caractère personnel. Donc, Ségolène peut avoir accès à cette donnée parce que, donc là, il faut déterminer le pourquoi elle a le droit d'avoir accès à cette donnée, parce qu'elle fait de l'analyse, elle fait de la gestion du management de données, parce qu'elle va créer un modèle d'intelligence artificielle en utilisant cette donnée. Tout ça, il faut le faire en toute transparence. Donc, quand on parle de transparence, c'est notamment la transparence vis-à-vis de celui qui va délivrer cette donnée. Okay. Donc, soit le patient, soit le client, au moment où il va délivrer de la donnée, il faut qu'il soit au courant que cette donnée va être réutilisée dans le cadre de certaines opérations. Et ça, le cadre RGPD le cadre très bien. C'est quand même un aspect très important de confiance, qu'on puisse savoir que quand je regarde cette page, ça va être utilisé à des fins statistiques. C'est important. Quand je m'inscris à un événement, est-ce que mes informations personnelles, telles que mon email ou mon numéro de téléphone, vont être transmis à des sociétés qui font de l'utilisation de ces données à cadre pour du marketing, par exemple. Donc, est-ce que je vais être, en m'inscrivant, je vais être rappelé derrière
Ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous inquiétez pas, vos données ne seront pas utilisées dans ce cadre-là. Mais voilà, il faut de la transparence et cette transparence apporte une confiance qui nous permet justement de délivrer plus facilement de la donnée de manière à ce qu'elle soit traitée et qu'on puisse en ressortir une analyse. Je pense notamment, par exemple, à la balance connectée. Si je sais comment sont utilisées ces données, j'aurai moins peur de m'y rendre et peut-être que je vais apprendre à comment surveiller ma nutrition, quel est le rythme de sport que je dois faire, est-ce que je dois faire plus de marche, etc. Donc, la donnée et la valorisation de cette donnée est très enrichissante pour l'humain, mais elle doit se faire en toute confiance et en toute transparence. Donc, le respect de ces réflexes permet d'être en conformité avec les exigences du RGPD, mais également d'utiliser des systèmes d'IA éthiques respectueux du droit des personnes et des principes européens de protection des données personnelles. Donc, ensuite, une fois qu'on a collecté cette donnée, et j'espère que vous n'avez pas de questions dessus, mais surtout n'hésitez pas, hein. Une fois qu'on a collecté cette donnée, l'étape suivante, pardon, je ne vous ai pas dit une notion qui est quand même assez importante, c'est que quand vous avez défini tout ce cadre, les étapes suivantes, ça va être de définir des outils qui vont vous permettre de faire cette collecte. Donc, est-ce que je dois, par exemple, faire une landing page, donc un petit site internet qui me permet de présenter mon produit sur cette landing page, je vais créer un formulaire. Ce formulaire va me permettre de collecter de la donnée. Dans le cadre du projet en radiologie, donc les outils qui nous permettaient cette collecte, c'est des ponts entre des systèmes de stockage de données, donc des PACS, et nos serveurs sécurisés HDS qui permettaient de collecter cette donnée. Et le maître de cette transmission de la donnée, c'était le radiologue qui pouvait choisir comment envoyer la donnée, quand envoyer la donnée et surtout comment l'anonymiser. Mais ça, c'est une notion qu'on verra après. Mais c'est très important pour vous de définir des outils qui vont vous permettre de collecter cette donnée. Une fois que vous avez vos outils, vous définissez la cible. Donc, quelles sont les personnes qui vont pouvoir vous donner accès à cette donnée. Et ça vous permet de lancer des campagnes de collecte de données. Ensuite, donc, comment stocker de la donnée? Donc, toute collecte nécessite de mettre en place derrière des services, des infrastructures qui vous permettent de sécuriser et de stocker un ensemble de données. Donc ça, vous avez plusieurs possibilités. Je vous en parle grosso modo. Vous pouvez soit avoir un stockage local, donc vous mettez vos serveurs chez vous et vous faites ce stockage. Là, ça implique un cadre réglementaire assez important. Il ne faut pas collecter de la donnée à caractère personnel parce que vous n'avez pas forcément des infrastructures suffisamment sécurisées pour pouvoir la conserver. En tout cas, quand vous faites de la santé, quand vous œuvrez avec des données de santé, le stockage local, c'est quasiment à oublier parce qu'il faut que vous soyez accrédité hébergement de données de santé. Donc, on oublie assez rapidement, sauf si cette donnée elle n'est pas à caractère personnel ou sensible au niveau de la santé. Donc, vous pouvez tout à fait avoir votre stockage local ou le stockage cloud. Là, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, donc AWS, OVH, un ensemble de fournisseurs qui vont vous permettre de stocker cette donnée. Donc là, ce qu'il faut savoir, la notion très importante, c'est que le stockage a un coût, que ce soit local ou en cloud. Le local, vous allez acheter des serveurs. En cloud, vous allez payer un abonnement. Donc, ce coût, il faut que vous l'intégriez dans votre projet. Le stockage est très important, d'une part, d'avoir les espaces suffisants pour pouvoir stocker cette donnée, mais ensuite d'interconnecter, c'est pour ça que le cloud est souvent plus facile, d'interconnecter les outils de collecte directement avec vos serveurs de manière à faire un workflow, comment dire, une pipeline en fait, de circulation de la donnée où vous allez la faire passer par donc l'outil de collecte, de validation, et ensuite vous allez pouvoir structurer cette donnée en faisant du data management. Sylvain, je te coupe. On a une question et puis j'en ai une également de mon côté. Donc alors il y a déjà une question à laquelle Ségolène a répondu, donc ça c'est bon. Et ensuite, il y a une question dans la perspective d'une exploration rétrospective
des données déjà collectées. Oui. Comment être compatible, enfin, comment est-ce qu'on est compatible avec le RGPD? Ouais, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas si ça, j'avais défini les notions sur la suite, mais euh, c'est une excellente question. En fait, donc, qu'est-ce que des données rétrospectives? C'est des données qui ont été collectées dans le passé. Ok. Dans le passé, ces données ont été collectées, donc, par exemple, avec des patients. Ces patients, ils ont donné leur accord pour, pour faire cette collecte. Donc, ils ont dit, OK, je signe un papier qui dit que cette donnée peut être collectée dans le cadre de l'utilisation sur un projet de recherche bien défini. Donc, en fait, on a défini le cadre d'utilisation de cette donnée. Ça veut dire que si je veux réutiliser cette donnée dans un cadre qui est différent, bah, la RGPD ne me le permet pas. Ou alors, elle me le permet, mais ça veut dire qu'il faut que j'aille recontacter l'ensemble des patients qui ont délivré leurs données pour leur demander leur consentement pour réutiliser cette donnée dans le cadre d'un nouveau projet. En fait, c'est très important justement de bien définir le cadre d'utilisation de la donnée parce que ça va être un facteur limitant pour la réutilisation de cette donnée. Mais, et c'est ce que je voulais vous présenter à la fin de ce webinaire, on a chez Alia Santé une technologie qui vous permet de pouvoir réutiliser cette donnée sans de redemander le consentement du patient. Je ne sais pas si je l'introduis tout de suite, mais ou si on va attendre peut-être la fin du webinaire pour faire ça étape par étape, mais on a une technologie qui permet de réutiliser de la donnée rétrospective. Ok. Et moi, d'ailleurs, ma question était un peu complémentaire à ça. C'est à partir de quel moment on sait qu'on a suffisamment de quantité de données pour qu'on puisse la juger statistiquement viable? Comment on le sait? Quelle est la règle mathématique? Alors, je pense que c'est très... Moi, mes réflexions, elles sont beaucoup dans le domaine de la santé, Oui. justement, parce qu'on veut pouvoir... ça doit être validé scientifiquement, ces données-là, ces échantillons statistiques. Comment ça fonctionne? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'il faudra toujours la reporter à la problématique initiale. Donc, une problématique non complexe, on n'a pas besoin de beaucoup de données pour pouvoir la valider. Euh, comment on sait qu'on a, donc la question, comment on sait qu'on a le bon nombre de données pour pouvoir mettre en place le projet qu'on veut créer? Ça, c'est une question où on va pouvoir faire des premières estimations au départ. Donc, un peu comme ce qui est fait dans les études cliniques, on va déterminer le pool de participants. Et dans le cadre de nos projets, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il faut que ça soit, comment dire, qu'il y ait un workflow qui soit créé. C'est-à-dire que ça soit un peu itératif, dans le sens où on va lancer la collecte et en fait, on va faire tout de suite le traitement des premières données reçues. Et sur ce traitement-là, on va réorienter peut-être la collecte où on va approfondir certaines notions et on va commencer l'étude statistique de ces données de manière à pouvoir mesurer l'apport d'informations qui va être issu de cette étude statistique. Donc ça, je vais peut-être en parler un peu plus après sur la partie data, donc analyse de données traitement des données, mais c'est au moment du traitement que voilà, on pourra valider qu'il y a le nombre suffisant de données pour pouvoir faire la validation de la solution. On peut toujours, au départ, faire un estimatif. On peut toujours se dire, OK, est-ce que 100 patients, c'est représentatif ou est-ce que 1000 patients, c'est mieux, etc. Enfin, voilà, il y a un cadre de départ où on peut toujours faire des estimations. Maintenant, dans le cadre de la santé, si je fais 100 patients, ça me coûtera toujours moins cher que si j'en fais 1000. Là aussi, la solution que je vais vous présenter à la fin du séminaire permet de résoudre ce genre de problématique sur l'identification du nombre de données permettant de valider des hypothèses ou de valider des solutions à des problématiques. Donc, la réponse est un peu floue, je pense, parce que je ne te donne pas exactement de nombre, mais il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour pouvoir définir qu'on a suffisamment de données. Le meilleur moyen pour moi de s'assurer qu'on en aura suffisamment, c'est de créer un workflow
des phases itératives qui te permettent de toujours réorienter sur la collecte et l'utilisation et le traitement. Ok. Il y a une autre question qui est arrivée en même temps et elle est un peu longue, donc je vais essayer de la retranscrire correctement. Donc, ma préoccupation principale en IA, enfin, celle des clients que je conseille en tant qu'avocate, Ouais, est la réutilisation de données sans avoir à refaire le parcours du consentement. ouais, ouais. Le principe des finalités compatibles qui permettent de traiter de manière ultérieure des données initialement traitées dans un certain but est intéressant pour l'entraînement des algorithmes, par exemple. Est-ce un principe éprouvé de votre côté? C'est un peu technique là, on est rentré Bah, dans... ouais, alors, pardon, je vais peut-être pas reprendre le terme qui a été utilisé, mais si je vulgarise, c'est est-ce que si on trouve une finalité, donc un cadre d'utilisation de cette donnée qui rejoint le cadre initial, à ce moment-là, bah, ça me permet de réutiliser la donnée. Donc oui. Par contre, ça apporte une certaine complexité au niveau de la présentation, surtout des informations. Ce que nous, on utilise, c'est la technologie, donc je vais vous le dire, c'est la technologie des données synthétiques. Ça répond à toutes les problématiques au niveau de l'utilisation de la donnée dans le cadre de nouveaux projets. C'est une notion qui est assez récente et dont je vais vous donner plus d'informations à la fin de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. Euh, mais la notion de finalité conjointe peut être utilisée, mais malheureusement, c'est un peu plus laborieux à mettre en place que l'utilisation de la donnée synthétique. Donc, surtout, rester jusqu'à la fin pour avoir des informations sur cette solution qui est la donnée synthétique et toutes les barrières qu'elle permet de lever. Ça marche, tu peux poursuivre. Super, merci Yann. Donc, on en est à toujours comment on stocke de la donnée. C'est justement ces notions-là de finalité déterminée, explicite et légitime qu'il va falloir poser dès le départ. Il y a un vrai cadre réglementaire, un cadre réglementaire qui est bien déterminé pour pouvoir faire du stockage de la donnée. Il faut s'intéresser, je vous vulgarise encore, hein, ce ne sera pas dans le détail, mais il faut toujours vérifier ces points. Est-ce que il y a une transparence sur la collecte? Est-ce que il y a une licéité, une loyauté sur la collecte? Est-ce que j'ai collecté cette donnée en toute confiance avec le patient ou avec le client? Est-ce qu'il est bien au courant de comment je vais l'utiliser? Est-ce qu'il est au courant de combien de temps je vais la conserver, cette donnée? Et donc des finalités que j'aurais posées pour l'utilisation de ces données, qu'elles soient explicites, légitimes. Il faut que ces données soient adéquates avec cette finalité, pertinentes pour répondre à la finalité et limitées à l'usage, c'est-à-dire que ça, on ne puisse pas extrapoler et aller sur justement d'autres finalités. Il faut aussi déterminer l'exactitude de la donnée et la mise à jour des données. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Yann, sur le workflow justement et ces phases itératives. Il faut toujours déterminer la temporalité. Est-ce que j'analyse une situation à un moment T ou est-ce que je veux analyser une année, par exemple, ou est-ce que je veux analyser enfin, tous les mois la situation. Donc, il faut vraiment être vigilant sur la mise à jour des données, les cycles de mise à jour des données et de retraitement de ces données. Ce qui est très important aussi, c'est que, et c'est justement un peu les limites, les barrières du RGPD, en tout cas sur de la donnée réelle et notamment à caractère personnel, c'est qu'il faut toujours avoir la limitation de durée de conservation de ces données. Donc, ça veut dire que si j'ai un projet de recherche et que je dis il va durer 4 ans, au bout de ces 4 ans, je ne pourrai plus être en mesure de conserver cette donnée. Donc, il faut être assez vigilant sur ces limitations. La CNIL est très vigilante, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, enfin, c'est un peu borderline de se dire, OK, c'est bon, je vais les garder, je vais dire que je les garde 5 ans, mais en fait, je vais les garder 10 ans. Attention, la CNIL met des amendes et c'est assez, c'est pas négligeable. Euh, et ensuite, il faut vérifier donc l'intégrité et la confidentialité des données. Ça, c'est des éléments très importants qu'on va voir sur la suite.
Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc, il faut bien déterminer les durées de conservation, que ça soit strictement nécessaire à la réalisation des finalités du traitement, et il faut être en mesure d'expliquer en quoi cette durée est justifiée au regard de J'ai la arrêté parce finalité. que ça me pompe. Alors. Euh, d'accord. On va continuer pour les autres. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord sur des points, je préfère qu'on discute plutôt qu'il y ait des interactions que dans un sens. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à réagir tout simplement au contenu. La vulgarisation de toutes ces notions implique que je suis obligé de passer sur des informations ou alors que je ne vais pas vous transmettre les informations comme ça serait légalement bien dit. Donc, n'hésitez pas si vous voulez corriger certaines informations que j'aurais pu dire à l'oral, n'hésitez pas, je le prendrai pas mal. Et puis, si ça vous ennuie, n'hésitez pas à quitter parce que c'est un webinaire sur de la donnée. Donc, du coup, si ça ne vous intéresse pas, perdez pas de temps. Il n'y a aucun souci. Donc, on passe au traitement de cette donnée. Donc là, c'est comment on va préparer la valorisation de vos données. Ça, c'est une étape très importante qui va vous permettre justement de savoir comment utiliser cette donnée. Alors, on passe par 4 étapes de manière générale. La partie data cleaning, donc nettoyage des données. Donc là, on va aller chercher des données qui sont soit incorrectes, soit incomplètes, soit manquantes. Donc ça, on va vraiment nettoyer tout ce qui est inutilisable et ça ne sert à rien de les conserver. Donc, vous pouvez les enlever de votre base de données. Ensuite, il y a la partie transformation, donc transformation des données. Donc là, on va opérer des changements sur la donnée pour pouvoir les adapter avec les algorithmes qu'on compte utiliser. Donc là, il y a beaucoup de transformations et de méthodes qui permettent de faire cette adaptation des données. On parle de normalisation, de lissage, d'agrégation, de discrétisation. Voilà, il y a beaucoup de méthodes de transformation, mais c'est comment on va transformer ces données de manière à pouvoir l'utiliser avec les algorithmes disponibles pour répondre à ma problématique. Ensuite, on va faire de la réduction. Donc, on va réduire la quantité ou la dimension des données de manière à pouvoir optimiser les capacités de stockage et réduire les coûts d'analyse des ensembles de données. Parce que plus on a un nombre important de données, plus ça va être long et coûteux de pouvoir faire ces analyses. Donc, c'est toujours intéressant de faire la data réduction pour pouvoir s'intéresser à des données qui sont le plus intéressantes pour répondre à ma problématique. Et ensuite, il y a la partie intégration. Donc là, on va faire une combinaison de sources donc, dans un dataset et créer des traitements de données différentes de manière à les harmoniser. Donc ça, c'est comment je vais pouvoir croiser des sources de données différentes pour pouvoir répondre à ma problématique. J'ai une petite question, Sylvain. Du coup, il n'y a pas de question dans le chat, mais moi, ça m'en fait poser une. Euh, Là, tu nous décris en gros le métier d'un data scientist, ou est-ce qu'au final, chacune de ces briques-là, c'est une compétence ultra précise. Donc, il y a un expert en data cleaning, un expert en data transformation, un expert en data reduction. Ou est-ce que c'est des profils qu'on peut retrouver dans quelqu'un voilà, de pluricompétent sur ces domaines-là? Euh, À mon niveau, de ce que j'ai pu voir sur les sociétés, il n'y a pas forcément de grande spécialité sur je veux faire que du data cleaning. Le data scientist doit être en mesure de pouvoir réaliser toutes ces opérations. Ce qui peut être plus le cas, c'est des spécialisations en fonction d'un certain type de données. Tu vois, quand je vais utiliser une donnée textuelle, ça va être des commandes, des méthodes qui sont différentes que quand je vais utiliser de l'image. Je vois plus de spécialisation sur le type de données que sur ces tâches-là listées sur cette présentation.
Ok. Et ça, c'est un process qui est reproductible, quel que soit le type de données au final. Il y a ces 4 étapes-là qu'on essaye de respecter au mieux pour arriver à quelque chose de qualitatif. Ouais, il y a quasiment tout le temps ces 4 étapes qu'il va falloir réaliser. Ok. Ouais, peu importe le type de données, effectivement. L'autre étape dans la valorisation de ces données, donc ces premières étapes, c'est des méthodes comment dire, de structuration, d'adaptation. On va vraiment tordre la donnée dans tous les sens. Ça nous permet justement de la valoriser parce qu'on va pouvoir l'adapter à la solution qu'on veut développer. Mais l'autre manière de valoriser de la donnée, c'est avec la data visualisation. Donc ça, c'est des méthodes qui permettent de représenter de manière très ergonomique de l'information. Et ça, c'est très enrichissant. Vous le voyez souvent, les études de marché, c'est souvent présenté avec des data visualisations. Mais la data visualisation peut prendre d'autres formes. Par exemple, ça peut être un dashboard qui permet aux administrateurs de pouvoir suivre tous les indicateurs de performance du projet. Donc ça prend des formes multiples. Ce qui est important quand on réalise une data visualisation, c'est qu'il faut déterminer les informations de pilotage importantes. Par exemple, si je suis un administrateur et que j'ai un commerce en ligne, par exemple, il faut que les informations les plus importantes pour moi qui doivent remonter, c'est par exemple le nombre de commandes par jour. Donc voilà, en fonction de ma situation, je dois déterminer les informations les plus importantes, le but de ces informations, qu'est-ce que ça va me permettre de régler ou d'obtenir comme information que je réutiliserai derrière. Ensuite, il faut déterminer la cible et les acteurs de cette analyse. Donc la cible, c'est enfin, par exemple l'exemple du commerce en ligne, le nombre de commandes, la cible, c'est les clients. Donc ça, c'est plutôt simple. Et ensuite, les acteurs de cette analyse, donc c'est les personnes qui vont travailler à l'optimisation, par exemple, des messages marketing pour pouvoir augmenter le nombre de commandes. C'est eux qui vont être acteurs et utilisateurs de cette information. Ensuite, on va déterminer la fréquence de mise à jour. Donc, est-ce que j'ai besoin de cette information tous les matins, toutes les semaines, tous les mois, etc. Ensuite, on va définir la méthode de mise à disposition. Donc, moi, par exemple, je suis spécialisé dans le marketing, je ne sais pas lire du code, donc je ne peux pas retrouver cette information en passant par le code. Donc, j'ai besoin d'avoir un dashboard, une page sur laquelle je me connecte tous les jours et je vois cette information qui apparaît. Avant ça, pardon, ce n'est pas dans le bon ordre, mais il faut déterminer des méthodes statistiques qui vont nous permettre de traiter cette donnée pour pouvoir l'afficher. Donc, par exemple, si là, je peux faire de la moyenne du nombre de commandes sur l'année par mois, voilà, c'est une petite opération qui est à réaliser. Et ensuite, je vais déterminer des modes de représentation. Donc, par exemple, ici, je vous parlais de la commande en ligne. Donc là, c'est tout simplement afficher un nombre. Mais si je veux afficher des informations plus complexes, il va falloir que je passe par des représentations différentes avec des plots qui vont prendre de multiples formes. Là, on arrive justement à cette nouvelle technologie qui vient faire disparaître des barrières qui ont été posées très justement. Ces barrières, elles ont leur validité aussi bien légale que éthique d'exister. Donc, il n'y a aucune remise en cause du RGPD dans ce que je vais dire. Par contre, c'est limitant. Nous, on le voit sur des projets de recherche en santé, ça peut être limitant. Donc, c'est pour ça que je parle de barrières, mais je veux vraiment insister sur le fait que heureusement que ces barrières existent et qu'elles sont là pour nous protéger, nous, utilisateurs du numérique. Donc voilà, il n'y a aucune remise en cause de ces barrières. Par contre, pour pouvoir mettre en place des projets de recherche notamment, on peut utiliser des données synthétiques. Donc, c'est ce qu'on propose chez Alia Santé. On propose de générer des données synthétiques. Quand on fait de la
génération de données synthétiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vais prendre mon jeu de données initial qui sont des données réelles, donc de vie réelle, collectées enfin, via des vrais patients existants, physiques, etc. Et en fait, je vais utiliser des algorithmes qui vont me permettre de scaler, de généraliser cet ensemble de données. Donc, je parle pardon, d'un jeu de données de 100 données. Okay, on va dire que c'est des images. Je parle de 100 images de patients. Et avec la donnée synthétique, je peux en créer 100 000, 200 000, 1 million, autant que vous voulez. Il y aura des limites à ce nombre. Ces limites, elles sont présentes dans la représentativité de la donnée réelle de départ et la quantité de données qu'on a au départ. Okay, je vous ai dit 100. Ces modèles, ils sont vraiment performants quand on arrive aujourd'hui à environ entre 500 et 1000 données. Ça dépendra toujours du projet. Ne prenez pas cette information comme une exactitude, ça dépendra toujours du projet. Par contre, on voit que avec 100 données, ça reste compliqué de générer la donnée synthétique. Donc, si vous avez un pool de données qui est représentatif de votre situation analysée en quantité suffisante, vous pouvez utiliser les données synthétiques. Ces données synthétiques, elles vont donc permettre de procéder à l'augmentation des données. Donc, comme je vous l'ai dit, vous passez de je vais dire 1000 à 1 million très rapidement. On est en mesure de mesurer la qualité des données synthétiques, donc de délivrer des rapports sur est-ce que cette donnée synthétique représente bien, et c'est des méthodes statistiques qui vont nous permettre de confirmer, représente bien la réalité de votre donnée réelle. Donc, on ne crée pas de biais. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que s'il y a un biais dans la donnée réelle, on va juste le reproduire dans la donnée synthétique. Donc, on ne va pas régler de biais, on va les reproduire, donc reproduire avec fidélité la donnée réelle. Ensuite, c'est important, notamment quand on est en santé, il faut faire vérifier par des experts ces données synthétiques. Et c'est un jeu qui est assez intéressant, enfin un jeu, c'est une expérience qui est assez intéressante parce que vous pouvez présenter une image d'une IRM cérébrale, j'allais dire, oui, si, IRM cérébrale, à un radiologue. Pour lui, il ne va pas pouvoir faire la différence entre le vrai du faux. Et c'est là que vous avez atteint la performance idéale et que vous allez pouvoir valoriser de la donnée synthétique. Donc, quand l'expert n'arrive pas à voir le vrai du faux, vous êtes arrivé à un niveau qui vous permet d'utiliser cette donnée synthétique. Euh, Pourquoi il y a eu l'émergence des données synthétiques, c'est parce qu'il y a il y a des problèmes liés à l'utilisation des données. Donc, selon le cabinet Gartner, 85% des projets d'apprentissage automatique échouent en raison de problèmes de données. Donc, il faut vraiment comprendre que euh, la plupart des échecs sur les projets d'intelligence artificielle sont issus justement d'une mauvaise collecte de données ou de problèmes liés à l'environnement d'utilisation des données. Donc, souvent, c'est des données qui sont difficilement accessibles, donc je n'arrive pas à les collecter. Soit c'est des données manquantes. J'ai mis en place une méthode de collecte, mais en fait, il manque trop de données pour avoir une analyse qui a un sens. Donc, des données insuffisantes, c'est-à-dire qu'elles sont pauvres en information, donc quand je veux faire surtout de la partie qualitative, et des données qui sont trop sensibles. Par exemple, je n'ai pas les financements qui me permettent de créer une infrastructure qui va me permettre de stocker et d'utiliser de la donnée sensible. Avec les données synthétiques, on vient répondre à toutes ces problématiques et d'autres problématiques liées à l'utilisation de la donnée et à l'utilisation de la donnée dans le cadre de la RGPD. Donc, avec les données synthétiques, pour vous schématiser, hein, c'est à peu près 60% des données en 2030 pardon, 60% des projets en intelligence artificielle en 2030 devraient utiliser de la donnée synthétique. Donc, c'est pour vous dire qu'on est au tout début de l'utilisation de cette technologie.
D'ici 2025, les données synthétiques réduiront la collecte des données personnelles des personnes. Ça, c'est très intéressant. Et on pourrait éviter 70% des sanctions pour violation de la vie privée. Alors, pourquoi? Pourquoi, en fait, ça vient casser des barrières qui sont légitimes, qui protègent les patients, qui protègent les clients? Ben, en fait, parce que on ne va pas contrecarrer pour pouvoir avoir accès à de la donnée sensible ou de la donnée personnelle. Non, en fait, on va, dans ce processus de création de données synthétiques, on va anonymiser cette donnée. C'est-à-dire que ça sera impossible de remonter à l'identification d'une personne. Cette phase d'anonymisation, elle règle les problèmes de partage de la donnée. Donc, en plus d'augmenter mes datasets existants, je passe de 1000 images à 100 000, à 200 000, à 1 million, je peux partager et utiliser de manière plus simplifiée mes données parce qu'on parle de données synthétiques, donc elles ne concernent personne et surtout elles sont à vous, donc c'est votre propriété. Elles sont représentatives des données de vie réelle, par contre, elles ne concernent plus les patients qui ont été concernés par la collecte. Elles me permettent de diversifier les données disponibles et d'avoir une fiabilité sur les données parce qu'on va appliquer des méthodes de traitement et d'analyse pour pouvoir vérifier ces informations. Donc, c'est l'anonymisation qui nous permet en fait de pouvoir partager plus facilement, qui nous permet de pouvoir passer ces barrières de la RGPD. Donc l'anonymisation, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible en pratique toute identification de la personne par quelconque moyen que ce soit et de manière irréversible. Donc, à aucun moment, avec cette méthode, je peux partir de la donnée qui est affichée pour remonter à une personne ciblée. C'est impossible. Ces techniques, elles permettent justement de rendre impossible cette remontée vers la donnée personnelle ou vers de l'identification de personnes. Quelles sont ces méthodes? Les méthodes... alors, pardon, j'ai une petite erreur sur les slides. Donc, c'est l'anonymisation, elle permet de conserver la donnée au-delà de la durée de conservation. Donc, c'est la question qui était présente tout à l'heure, qui était comment, quand j'ai finalisé mon projet, et donc j'ai la donnée rétrospective, comment je peux la réutiliser? En fait, l'anonymisation est une méthode qui permet de réutiliser de la donnée au-delà de la durée de conservation. Ce n'est pas que l'anonymisation qui va vous permettre ça, hein, c'est la création de données synthétiques et l'anonymisation qui en est issue qui va vous permettre, au-delà de la durée de conservation, de pouvoir utiliser cette donnée synthétique. Ça ouvre la possibilité donc d'une réutilisation de données sans porter atteinte à la vie privée des personnes au-delà de la durée de conservation. Donc, comment on fait ça? Les méthodes pour pouvoir faire ça, on fait de la randomisation, de la généralisation. Ça, c'est des méthodes qui vous permettent de faire uniquement de l'anonymisation. Okay? Quand vous voulez procéder à une augmentation de ces données, vous utilisez des méthodes de génération de données synthétiques. Je vois qu'il est 12h20. J'ai encore cette slide que je voulais utiliser en parallèle pour vous schématiser un peu toutes les informations que je vous ai présentées. Je pense que ça, je ne l'ai pas très bien fait sur ce webinaire. Je voulais juste vous présenter très rapidement et très synthétiquement, vu qu'il ne nous reste que 10 minutes, ce projet qu'on a mis en place qui était un projet de segmentation, de mesure et de calcul automatique en radiologie ostéo-articulaire. Donc, on a suivi toutes les étapes que je vous ai mentionnées. On a défini la problématique qui était le temps de disponibilité des radiologues. La solution, on l'a pré-identifiée, c'est-à-dire qu'il fallait automatiser les opérations qui étaient réalisées par le radiologue sur ces mesures et calculs ostéo-articulaire. On a défini les objectifs. Donc, l'objectif, c'était de faire gagner du temps et aussi, c'était un objectif de précision, donc améliorer les mesures et pouvoir les standardiser. Ensuite, on a créé un consortium d'acteurs experts, donc avec des centres de radiologie, des CHU, des acteurs de référence et des key opinion leaders en radiologie.
On a identifié les sources de données qu'on pourrait aller chercher. On a mis en place un protocole de collecte de données. On a défini avec notre DPO, donc il faut que, ça je ne l'ai pas mentionné, mais il vous faut un responsable de traitement de votre donnée. Soit vous l'avez internalisé, soit vous passez par un DPO. Ensuite, on a mis en place des méthodes d'annotation de cette donnée de manière à pouvoir la qualifier. Donc, une fois que vous avez collecté de la donnée, ce n'est pas toujours fini, il faut ensuite la qualifier. Donc là, par exemple, on a une remontée d'informations via une radio. Cette radio, on n'a que l'image de la radio. Donc, que l'image, ça ne nous permet pas d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir faire du traitement derrière. Donc, il fallait que le radiologue y passe pour pouvoir faire de l'annotation et nous dire voilà ce qu'il y a sur en termes d'informations sur cette radio. Ensuite, on a mis en place les protocoles d'anonymisation de la donnée de manière à pouvoir sortir toutes les données personnelles qui étaient récoltées par les radiologues. Donc ça, c'est des méthodes d'anonymisation qui ont été réalisées chez les radiologues directement parce qu'on ne peut pas envoyer de la donnée personnelle dans nos serveurs, même s'ils sont sécurisés. Puis ensuite, on les anonymise. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a eu accès à de la donnée personnelle. Donc, on a fait cette anonymisation directement sur les centres experts. Et ensuite, on a défini ces outils de stockage. Donc là, c'était des protocoles de transmission d'images. On a augmenté les données, on a fait les entraînements des modèles et ça nous a permis de mettre en place un processus qualité pour suivre la remontée d'informations en continu, suivre la qualité des outputs de l'IA, donc des résultats de l'IA. On a du coup tout un processus de certification des modèles qui est important, mais qui est propre surtout au domaine de la santé. On a donc déployé ces modèles chez des radiologues et on réalise toujours des améliorations continues. On a déployé ces modèles via des outils qui étaient déjà utilisés par des radiologues de manière à ne pas changer drastiquement leur quotidien, mais qui puissent utiliser l'IA sur leur workflow quotidien. J'ai été peut-être un peu long, je suis vraiment désolé, j'ai mis peut-être un peu de temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, je suis arrivé à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés présents et qui ont su être attentifs. J'espère que ce n'était pas ennuyant et que ça vous a apporté des informations. Tout ce que j'ai pu vous dire, c'est à remettre en contexte aussi de vos projets, c'est à analyser projet par projet. Donc, il y a toujours des spécificités que je ne peux pas généraliser ou vulgariser. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir une introduction à comment utiliser, valoriser la donnée, en tout cas de pouvoir identifier les méthodes et que vous avez apprécié ce temps avec nous. Ouais, écoute, Sylvain, je te remercie aussi. De toute façon, c'était le but de l'atelier, hein, c'était de faire quelque chose de généraliste le matin et de vous permettre de faire des choses très spécifiques en tête-à-tête sur des rendez-vous individualisés. Donc, si j'en profite pour vous le répéter, si vous souhaitez caler des rendez-vous individualisés, vous avez l'adresse mail de Sylvain. On peut soit vous planifier des créneaux dès cet après-midi, soit de toute façon, ça peut se faire un peu plus tard dans le temps pour que ça convienne à tout le monde. Il y avait une question qui a été posée sur ta dernière slide, c'était concernant les données synthétiques. Est-ce qu'elles doivent être stockées sur un serveur HDS ou est-ce qu'elles peuvent être stockées, si c'est de la santé, j'imagine, ou est-ce qu'elles peuvent être stockées ailleurs, sachant qu'elles sont synthétiques? C'est une très bonne question. Pour l'instant, effectivement, ça nous permet, en tout cas pour les projets qu'on a, de ne plus passer par un serveur HDS. Mais attention, je ne vais pas généraliser cette réponse. Je pense que ça a vérifié. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est très intéressant qu'il y ait des juristes présents dans ce webinaire parce que le cadre d'utilisation juridique de la donnée synthétique est encore flou. Pour l'instant, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais à terme, je pense qu'il va y avoir quand même un cadre de référence créé. En tout cas, il faut voir, il faut faire une analyse plus précise, et ça, ce sera des juristes qui le feront pour pouvoir comprendre comment on va utiliser de manière légale de la donnée synthétique. En tout cas, sur nos projets actuels,
on n'a plus d'exigences sur la partie HDS. Euh, En tout cas, pour nos projets, parce que je pense que, par exemple, si un CHU veut créer de la donnée synthétique, donc ça va permettre de faire l'anonymisation, c'est à voir. Je vais pas prendre position tout de suite, mais ce que je peux te dire en pratique, c'est que ça nous permet de passer ces barrières. En termes légaux, il faut voir un peu plus loin et approfondir la question. Très bien, très bien. Ok, bah écoute, je crois qu'on n'a pas d'autres questions. J'en profite pour peut-être ceux qui sont encore connectés, savoir si vous voulez ouvrir le micro, nous dire un petit mot ou potentiellement aussi vous positionner sur une rencontre, un échange un peu plus poussé. C'était prévu cet après-midi. On a quelques rendez-vous déjà calés, mais il reste de la place, donc n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir se quitter dans les délais. Ouais. Déjà, merci. Merci pour la présentation. Et je souhaiterais caler un rendez-vous cet après-midi si possible. Ouais, On a déjà rendez-vous ensemble, je crois. ouais, mais je crois que tu l'avais planifié, Sylvain, demain, et ça sera pas, ça convient pas. Donc, je ne sais pas si on peut pas l'avancer à aujourd'hui. Si possible. Je te dis, on continue je crois qu'on a un échange d'email en cours. Je te réponds dessus. Je peux pas Ouais, te dire à l'instant T parce que le Ça créneau que marche. j'avais disponible, je l'ai plus de disponible. Ah, Donc, d'accord. donc, je, on se cale ça et on revient vers Ça vous. marche. On revient vers vous pour vous caler le bon rendez-vous au bon moment. On fait au mieux. Ça marche. Ça Très marche. bien. Merci. Est-ce qu'il y a Bonjour. d'autres personnes? Oui, dites-moi. Oui, moi aussi, j'aimerais bien, si c'est possible. Je suis docteur Damani, j'ai pu arriver qu'en cours de la réunion. Je pense qu'on n'en avait pas calé non plus. Je vérifie que J'ai j'ai fait une bien, demande. je vérifie que j'ai bien vos coordonnées. Hop. Sinon, alors, est-ce que vous pouvez éventuellement nous les inscrire, me l'inscrire dans Oui. la messagerie, Merci, oui, je le fais. comme ça, parce que je ne vous retrouve pas. Ça, je vois avec Sylvain à la fin du webinaire pour vous proposer le créneau qui va bien. Merci beaucoup. bon, j'espère que ça vous a intéressé, que c'était assez clair, que vous avez compris que c'est une vaste expertise à maîtriser. Donc, ce n'est pas toujours facile de vulgariser. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, moi je prends la parole aussi. Moi, je l'ai fait un peu pour les entreprises qu'on accompagne parce que je sais qu'elles ont souvent ces problématiques-là. Je l'ai fait aussi un peu pour moi, ma première couche de compréhension et mon premier niveau de conseil qu'on peut leur donner. Donc, c'était assez clair, ça balaye assez large. Le but, c'était pas de rentrer dans les détails parce que de toute façon, en 1 heure et demie, c'était pas possible. Mais voilà, et puis après, il y a l'appui du DPO qui est de plus en plus présent. Nous, on en a un à la Technopole, donc on sait aussi qu'on peut s'appuyer sur lui pour tout ce qui est data. Euh, mais après, pour l'expertise en intelligence artificielle, un DPO, ça sera limité déjà. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même l'étape d'après si on veut vraiment valoriser. Déjà, collecter, être dans la légalité, c'est une chose, mais ensuite, après, valoriser. Ça, ça s'improvise pas. Et effectivement, il y a des structures comme la vôtre qui sont référentes en la matière. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop hésiter à prendre un peu de conseils là-dessus. Je pense qu'en plus, ça doit pouvoir se subventionner, ce genre d'études ou d'accompagnement, j'imagine. En tout cas, c'est tout à fait entendable par BPI quand on veut l'inclure dans un financement de projet. C'est des étapes clés. Comme tu l'as dit, et c'est peut-être des points faibles de cette présentation, nous, on n'est pas expert DPO. On sous-traite cette partie DPO avec un cabinet avec qui on a fait un partenariat. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté certaines informations sur un cadre que je ne maîtrise pas totalement sur la partie RGPD et DPO. Il vous faut des acteurs de référence pour pouvoir composer vos projets. Le DPO en fait partie. Si vous ne maîtrisez pas la RGPD, il vous faut un responsable de traitement et un responsable DPO qui va vous permettre de créer toute la
la partie administrative, toute la documentation, qui va aussi pouvoir vous accompagner si la CNIL vous a identifié certains cadres illicites. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de la donnée. Nous, chez Alia, notre spécialité, c'est sur le traitement, l'analyse. Quand on fait des retours sur la partie collecte, ce n'est pas dans le cadre légal de la collecte, c'est plus sur la pertinence de l'information pour répondre à la problématique. C'est là où nous, on a une expertise, plus que sur la procédure. La procédure, je vous l'ai présentée aujourd'hui parce que c'est un point primordial quand on met le projet, donc je ne pouvais pas passer outre. Mais nous, c'est vraiment cette expertise-là qu'on maîtrise, celle du traitement, de la collecte. Je vois qu'il y a un message de Audrey, je confirme en tant qu'avocat DPO, parfait. Et le simple recours à de l'IA rend normalement obligatoire la désignation d'un DPO. Tout à fait. Mais je pense aussi, vous me direz Audrey si c'est faux, mais toute la partie collecte de données, il faut tout de suite nommer un responsable de traitement. Donc voilà, il y a des acteurs essentiels dont vous ne pourrez pas vous passer quand vous mettez en place des projets de gestion sur de la donnée. Et c'est des bonnes choses parce que il y a des cadres légaux à respecter et surtout, on est tous concernés, aussi bien en tant qu'utilisateur qu'en tant que personne qui va utiliser cette donnée. On est concerné par la vie privée et ces enjeux-là. Donc, c'est important de suivre ces règles. Peut-être s'il nous reste un petit peu de temps. Non, on a passé le temps. Ok, ça marche. Non, mais vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. C'était plus une question pour Audrey qui a envoyé ce message, justement, de savoir si elle connaissait la donnée synthétique, si elle avait déjà vu cette technologie et si elle était déjà intéressée en tant qu'avocate DPO à l'utilisation de cette technologie. Bonjour. Pour vous répondre, merci en tout cas. Non, justement, pas trop au fait de cette technologie, en tout cas de données synthétiques, mais à la recherche de moyens comme l'anonymisation, entre autres, pour justement permettre des traitements plus light et conformes à un RGPD, toujours en tout cas certains de mes clients, notamment dans les neurotechnologies. Et du coup, voilà, je suis très sensible au webinaire que vous avez fait et à plus d'informations de toute façon parce que il va falloir que je creuse le sujet. Il y a une vraie opportunité, je pense, là, d'un point de vue à la fois technique et juridique et je vais essayer de l'exploiter, d'où mes interactions. Je suis désolée, parfois un peu longues sur la messagerie. Ça fait toujours plaisir d'avoir des interactions, donc surtout, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, c'est un enjeu, je pense, très, très actuel de pouvoir poser des bases sur l'utilisation de la donnée synthétique. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça fait sauter toutes les barrières. Mais ce qu'on sait, c'est que il faut quand même composer avec des barrières, il faut quand même les poser. Et donc, ça nous intéresse. On collabore déjà avec des DPO, mais ça nous intéresse toujours d'approfondir les échanges sur l'utilisation de cette technologie. Et je suis content du coup que vous ayez pu découvrir cette technologie des données synthétiques. Si vous voulez en savoir plus sur les données synthétiques, vous pouvez consulter le site internet de Alia Santé. On est en train de mettre en ligne une plateforme. Cette plateforme vous permettra de vous connecter et de pouvoir utiliser ces modèles de génération de données synthétiques. Si vous voulez créer de la donnée synthétique, vous pourrez passer par cette plateforme et Ségolène vous a mis une vidéo explicative de ce qu'est la donnée synthétique et comment on l'utilise. Génial, merci. Merci à vous, Audrey. Bon, impeccable. Je pense qu'on a fait le tour. On revient vers celles et ceux qui se sont manifestés pour le rendez-vous cet après-midi en vous donnant le lien de connexion et l'horaire qui ira bien. Et puis, je vous remercie également. Je remercie Sylvain qui a animé toute cette présentation et qui a su vulgariser comme il fallait. Et merci à vous de votre participation au webinaire. Vos questions, c'est important.
Voilà, on peut se quitter et vous retrouverez tous les éléments dont on a parlé sur le site de la Technopole de Castres, donc le replay et le support de présentation. Merci à tous. Merci beaucoup Yann et merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée.